Sorti en 1978, The Deer Hunter est un film de Michael Cimino qui relate l'histoire d'un groupe d'amis américains qui sont sidérurgistes dans la ville de Clairton, une ville industrielle et moyenne où trois d'entre eux, Mike, Nick et Steven, se sont mis en tête de s'enrôler dans l'armée américaine pour partir combattre lors de la guerre du Vietnam au Vietnam. Le retour à leur patrie, les États-Unis d'Amérique, se fera sans l'un des leurs, Nick. The Deer Hunter, sorti la même année qu'Apocalypse Now en 1978, est souvent comparé à celui-ci et catégorisé comme un film sur la guerre du Vietnam, comme son compère de même date, Apocalypse Now. Or, présenter The Deer Hunter comme un film sur la guerre du Vietnam est une erreur, puisque The Deer Hunter ne dépeint non pas la guerre du Vietnam, mais est un diptyque qui illustre les conséquences de cette guerre sur les vies des soldats et de leurs proches. Ainsi, dans quelle mesure The Deer Hunter dépeint non pas la guerre, mais les traumatismes afférents à la guerre du Vietnam et aux diverses guerres. Afin de prouver que ce film n'est pas sur la guerre du Vietnam, mais sur les traumatismes afférents à la guerre, il suffit de décomposer la structure de ce film. Le film dure 3 heures. Les 45 premières minutes posent le décor du groupe d'amis américains vivant à Clairton, et cette première partie est notamment articulée autour de la cérémonie du mariage entre Steven et sa femme, où l'ambiance est à la fête et où l'on apprend que Nick, Steven et Mike vont partir au Vietnam. Les 5 minutes d'après sont en rupture avec cette cérémonie joyeuse, puisque ça y est, les affrontements et la guerre du Vietnam nous sont montrés à l'écran. On y voit des raids explosifs d'hélicoptères, un Viet Cong qui décime un village et tue enfants et femmes, et Mike qui tue ce Viet Cong au lance-flammes. L'ambiance chaleureuse et paisible de Clairton semble bien loin déjà. La scène suivante, toujours au Vietnam, est la scène d'emprisonnement et de torture à la roulette russe des trois protagonistes, Mike, Steven et Nick. Cette séquence dure environ 20 minutes et est le point de bascule du film où nous devinons que le supplice de la roulette russe imposé par les Vietnamiens aux GI américains va les traumatiser à vie. Les trois compères parviennent à s'évader et nous suivons alors les chemins de chacun tout en se focalisant davantage sur le retour de Mike à Clairton. Alors que Nick n'est toujours pas revenu aux États-Unis d'Amérique, Mike décide vers la fin du film de partir au Vietnam pour persuader son meilleur ami Nick de revenir au pays et à la raison. Mike a beau implorer Nick d'arrêter de jouer à la roulette russe et de se rappeler leurs souvenirs en commun, Nick continue de jouer à la roulette russe et finit par se loger une balle dans la tête. La séquence qui clôture le film est l'enterrement à Clairton de Nick. Du mariage paisible à Clairton à cet enterrement, le symbole de ces deux cérémonies sacrées est fort. Si dans les deux scènes, le groupe d'amis se retrouve, dans un cas c'était pour un événement joyeux qui présageait un bel avenir et qui est un engagement à la vie, dans le deuxième, pour l'enterrement, c'est un événement triste qui signifie la fin de la vie. Ainsi, la guerre a accéléré les étapes de la vie et a rendu caduques les belles cérémonies. La guerre a tout emporté et en fin de compte, le traumatisme de la guerre a touché ce qu'il y a de plus précieux, la vie et l'espoir pour Nick. Enfin, il est à noter qu'on peut aussi argumenter que ce n'est pas un film sur la guerre du Vietnam par d'autres aspects, comme par exemple le fait que la majorité du film se déroule aux États-Unis d'Amérique, dans la petite ville de Clairton, et non pas au Vietnam. Aussi, l'action qui se déroule au Vietnam se déroule en majorité dans la ville de Saigon, où il n'y a pas de combat, et non pas dans la jungle vietnamienne, comme on a l'habitude de le voir dans les films sur la guerre du Vietnam. De plus, à Saigon, on ne voit pas les belligérants ou les soldats, on a affaire à des Vietnamiens du Sud, qui ne sont pas vraiment partie du conflit, ou des trafiquants français qui veulent gagner de l'argent sur la misère des soldats. Pour analyser les traumatismes, nous allons passer en revue les trois personnages qui ont vécu la guerre et auxquels s'intéresse le film, et voir quelles ont été leurs évolutions et comment la guerre les a transformés. Le premier personnage que nous analyserons est Steven. Avant de partir en guerre, Steven est un Américain assez sympathique, chaleureux, certes naïf et fonceur, mais qui paraît de bonne humeur. C'est son mariage avec sa femme que l'on suit avant que les trois amis partent à la guerre. Steven est alors amoureux et celui-ci construit sa vie avant de partir à la guerre. Nous pouvons aussi noter que Steven paraît relativement sportif, comme la majorité des personnages du film, puisqu'il chasse le cerf avec Mike et Nick. En rentrant de la guerre, le premier traumatisme à relever est physique, puisque Steven revient sans pouvoir faire l'usage de ses jambes.
et il est en chaise roulante. À ce traumatisme physique se rajoute un traumatisme psychique qui l'empêche de continuer la vie qu'il construisait avant la guerre. Effectivement, celui-ci préfère vivre à l'hôpital et jouer au bingo qu'être avec sa femme. Il ne peut subvenir à leurs besoins, mais s'entête à rester dans cet hôpital. Il n'a plus la force de travailler pour aider les siens. Le deuxième personnage traumatisé est Mike. Mike, à son retour, semble très silencieux. Il chasse seul et ne se livre pas à des moments de légèreté. L'un des symptômes de son traumatisme d'après-guerre est sa perte de contrôle auprès d'un de ses amis. Dans cette scène, il y a Stan, un personnage qui fait partie du groupe d'amis de Mike, Steven et Nick, qui est un de leurs amis proches, un peu grande gueule. Stan, joué par John Cazale, n'est pas parti au Vietnam. Il ne connaît pas la violence. Au détour d'une discussion avec un autre compère, Stan va pointer son pistolet sur un autre ami pour l'obliger à retirer des propos qu'il a eus sur lui, mais aussi pour rigoler. On comprend dans le contexte que Stan n'a aucune intention de tuer son ami et que c'est juste pour faire le malin. C'est alors que Mike, qui entre dans la pièce et qui visiblement n'apprécie pas la banalisation du pistolet et de la violence de Stan, pète les plombs. Revenu du Vietnam, une arme est mortelle et dangereuse, et voir un pistolet pointé sur une personne ne lui rappelle que les horreurs de la guerre. Le film porte principalement sur le traumatisme de Nick. Avant la guerre, durant la première partie du diptyque, Nick paraît avenant et joyeux. Dans l'enthousiasme du mariage de son meilleur ami Steven, il fait même une demande en mariage à Linda, celle qu'il aime. Et il fait ensuite promettre à Mike, dans cette même soirée, de le ramener coûte que coûte du Vietnam après la guerre. Après la guerre, dans la deuxième partie du diptyque et du film, Nick ne retourne pas aux États-Unis d'Amérique. Il préfère rester au Vietnam, se perdre dans sa folie. Nick, qui a perdu le goût de la vie, joue délibérément au jeu initié par ses tortionnaires, la roulette russe. Résigné, il laisse le hasard décider de sa vie ou de sa mort, et il ne veut plus goûter aux joies de la vie comme la chasse, comme les moments avec son ami Mike, ou les moments avec sa fiancée, Linda. Retrouver une vie normale auprès de sa fiancée ne lui semble pas être une option. La guerre l'a changé, et il ne peut revenir à la vie d'antan. Ne voulant pas revenir à sa vie d'avant, la vie de Nick est dépourvue de sens. Preuve que Nick n'est pas complètement fou, mais a fait un choix délibéré, c'est qu'il envoie de l'argent à Steven, son ami de longue date, pour qu'il subvienne aux besoins de sa famille. Lorsque Mike va jusqu'au Vietnam pour essayer de respecter la promesse que Nick lui avait imposée, c'est-à-dire de ramener Nick à Clairton, cette promesse paraît crépusculaire, car la guerre n'a pas épargné Nick. Après la guerre, Nick est le plus traumatisé des trois, la guerre l'a balafré et lui a laissé l'empreinte du désespoir, ce qui le poussera à sa perte et à son suicide. L'absurdité de la guerre que dénonce Michael Cimino dans ce film peut se renfermer dans la métaphore de la roulette russe. Effectivement, le jeu de la roulette russe a une place importante dans le film. Principale expérience de la guerre du Vietnam montrée par le film, la roulette russe est un acte de torture infligé aux soldats américains par les Vietnamiens. On retrouve nos trois protagonistes emprisonnés et deux des protagonistes y jouaient sous la contrainte de leurs tortionnaires vietnamiens. Ce jeu est une constante dans le film, puisque ce jeu continue de hanter Nick et de le traumatiser, car il y joue désormais délibérément. Premièrement, ce qui est absurde, c'est qu'un jeu atroce auquel les personnages ne voulaient pas se livrer termine par être un jeu auquel ils veulent jouer. Cela pourrait se comparer à la crainte de tuer des soldats au début, et qui, une fois passé outre la crainte, et qui, accoutumés à l'aspect inhumain de cet acte, y trouvent un certain goût. Les soldats, à leur retour, sont souvent plus brutaux et sont plus susceptibles d'être violents. La guerre les transforme, les animalise et peut les déshumaniser et les accoutumer à des choses qu'ils considéraient à l'époque comme barbares. Deuxièmement, la roulette russe est un jeu dans lequel le joueur s'en remet entièrement au hasard. Il n'est maître de rien, il doit seulement tirer sur la gâchette et voir ce qui lui arrive. Devant le film, nous avons l'étrange sentiment que les trois personnages, en s'engageant à l'armée et dans la guerre du Vietnam, ont joué à un immense jeu de roulette russe où le sort de chacun était inattendu. Qui aurait cru que Steven, le jeune marié joyeux et chasseur, terminerait après la guerre en fauteuil roulant et seul dans un hôpital à jouer au bingo sans se préoccuper de sa femme? Qui aurait cru que Nick, celui dont sa fiancée l'attendait après le Vietnam pour se marier, ferait le choix de renoncer à sa vie d'avant en restant au Vietnam? La guerre est fondamentalement le théâtre du hasard, où la mort, les blessures et les traumatismes s'abattent aléatoirement, comme une balle dans un barillet lors d'une roulette russe. Ainsi, les conséquences incertaines, aléatoires et irréversibles de la roulette russe sont tout à fait comparables aux conséquences incertaines, aléatoires et irréversibles de toute guerre sur ses soldats.
Le film dégage une certaine vision ambiguë de l'Amérique au spectateur. Premièrement, les amis s'engageant à la guerre sont des Américains d'origine slave. Cette origine se trahit par leur nom, les dents slaves, ainsi que l'église où se marient Steven et sa femme. Mais au-delà de leurs origines, ils sont avant tout américains. Premièrement parce qu'ils ont un mode de vie qui se rapporte beaucoup au mode de vie américain. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils sont dans une ville américaine moyenne et presque rurale, et non pas dans un quartier communautaire cave. Leurs activités comme la chasse ou leurs biens de consommation comme leur voiture est aussi forgée par le mode de vie américain. Leur voiture est typiquement un pick-up. Deuxièmement, ils s'engagent dans l'armée pour leur pays. Et enfin, lorsqu'à l'hôpital militaire on demande à Nick si son nom est d'origine russe, il conteste, rappelant fièrement son identité américaine. Pétri d'un patriotisme inconditionnel, ce patriotisme est mis à mal par le sort de ses trois amis ainsi que par la scène de conclusion où les amis chantent une chanson patriotique américaine intitulée God Bless America alors qu'ils sont en train d'enterrer Nick qui a perdu la vie en s'engageant pour son pays. Ce volet sur la vision de l'Amérique de Cimino dans The Deer Hunter n'est qu'une remarque conclusive car c'est un aspect périphérique du film et qui de surcroît est difficile à interpréter. Si je devais en faire une interprétation, ce serait que derrière les nations en guerre, il y a des individus dont les guerres les changent à jamais. Que Nick, Mike ou Steven soient allés à la guerre et aient combattu vaillamment et soient passés par la torture, la nation n'en a que faire. Mais le film nous rappelle que derrière l'absurdité des attitudes va-t-en-guerre des nations ou pays, des personnages comme Nick, Mike ou Steven ont tout perdu à cause des ambitions bellicistes américaines. Lorsque la petite ville américaine de Clairton nous est présentée au début du film, ainsi que son groupe d'amis lors du mariage, nous apprécions ces personnages, cette ville, ce décor et l'atmosphère. Lorsque cette ville et ses personnages nous sont montrés à la fin du film durant l'enterrement, l'image de ce groupe d'amis nous paraît insupportable car il a volé en éclats. Nick est mort, Steven n'est plus que l'ombre de lui-même, et Mike a changé. S'il existait des Américains qui voulaient s'engager et combattre avant la guerre du Vietnam a ensuite profondément marqué ces Américains, les a rendus las de ce patriotisme. Ce qui explique le chant Morne est là du God Bless America en guise de scène finale. To the ocean, white with foam. God bless America, my home, sweet home. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que cela a permis de mettre en lumière les grands thèmes de The Deer Hunter et notamment les focus sur les syndromes post-traumatiques des soldats après la guerre. Avant de terminer, je voulais mentionner deux choses afin qu'on ne puisse pas me le reprocher. Je n'ai pas du tout abordé la thématique de la chasse et la nature qui est montrée dans le film. Et deuxièmement, la roulette russe n'a pas été utilisée historiquement par les Viet Cong comme un outil de torture. C'est donc une création de Michael Cimino, une fiction de celui-ci, qui permet de servir le propos de son film, et cela confirme mon interprétation de la roulette russe comme une métaphore de la guerre. Merci à tous, et n'hésitez pas à dire si vous avez aimé et quelles devraient être les pistes d'amélioration.